Bonjour Vincent. Bonjour François-Xavier. Je suis ravi de faire cette rencontre avec toi et je t'ai découvert, dernièrement, sur ton lancement, de jeu, Théoracle avec Kevin, sur le voyage du héros avec ses 72 cartes Exact. et c'est un jeu vraiment passionnant, hein, et ça ramène vraiment à une compréhension, sur des problématiques, sur, ce qu'on vit, et il y avait que le héros, on part avec notre carte du héros et après, parce que j'ai oublié de préciser, il y a trois parties dans le jeu. Il y a le Némésis, un peu celui qui on doit combattre à la fin, notre bête noire, notre ombre ou, notre obstacle, et puis après, moi j'appelle le sage, je suis pas sûr que ce soit le sage, On mais, utilise le mot mentor dans le le jeu, mentor, mais ouais, c'est ça, il peut être sage le c'est ça, mentor tu vois? aussi. Normal. Et donc après on va chercher le mentor pour qu'il nous amène une compréhension pour, amener, devant le Némésis et réussir à le vaincre, à le dépasser et à dépasser, à escalader la montagne au final. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment parce que le jeu est vraiment facile à intégrer. Et puis il y a aussi une construction dans l'hypnose parce que quand même tu fais partie de l'hypnose avec Kevin, donc vous avez créé des pistes, pour encore plus immersif, plus encore, intégré dans cette histoire du héros et des némésis et du sage. Donc du mentor, voilà. Mais on va parler, de plein d'autres choses avec toi sur la conscience, sur, les émotions, et c'est aussi ton parcours que tu as vécu, criminologue, hypnose, systéma, tu fais pas mal de choses aussi pour, la compréhension, de l'humain et la compréhension de soi, et donc, on pour les auditeurs de Supraconscience qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux me dire un peu, qui tu es en fait, Vincent? La grande question tout de suite, Si tu la question ouais, clé, qui suis-je? qui suis-je? Qui suis-je? Vaste question. Qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis. Je sais ce que je fais et où je vais, mais qui je suis, c'est une grande question. Et ce que je fais actuellement, j'accompagne des gens à gérer la pression, beaucoup, à aller mieux. C'est souvent des transitions, des quêtes d'identité, parfois suite à des psychotraumas, des gens qui sont effondrés et on se remet debout. Donc je suis accompagnant, hypnothérapeute, j'utilise beaucoup l'hypnose, mais effectivement, par mon parcours, j'utilise énormément le souffle et énormément le corps, parce que pour moi, il y a énormément, et c'est quelque chose qu'on a mis de côté pendant longtemps, je trouve, qui revient un peu maintenant, mais c'est l'importance de la conscience corporelle et de la place qu'on donne au corps et qu'il y a besoin de donner au corps dans l'accompagnement. Je fais ça et puis, évidemment, je m'occupe de l'Arche, Hypnose Suisse, qui est une école de formation, qui est la branche suisse de l'école de Kevin Finel. Je fais différents stages, il y a le spectacle d'Ulysse et je travaille beaucoup avec les couples sur la question du masculin et du féminin qui se cherchent, qui dansent à l'intérieur de nous et comment on peut améliorer, je vais le dire autrement, comment on peut transformer son couple pour pas qu'il devienne un espace de retraumatisation, comme c'est malheureusement souvent le cas, mais un espace d'expansion individuelle. Et j'insiste sur le côté expansion individuelle. Et ça, je fais ça avec ma femme. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qui t'a fait le point de basculement entre criminologue Ouais. et thérapeute, maintenant en fait, hein? L'hypnose, toutes, les spectacles d'hypnose, tes voyages, ton donc aussi avec ta femme, tous ces stages-là que tu fais. C'est quoi le point de De bascule, basculement? le vriller. Où est-ce que j'ai vrillé? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a eu un point? Je crois qu'il y a eu un ras-le-bol. C'est vrai que j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai été criminologue sur le terrain pendant 8 ans, spécialisé en criminalité financière, mais quand même baignant dans le milieu du crime organisé, du détournement d'argent, du blanchiment d'argent, la contrefaçon, la contrebande, avec beaucoup d'enquêtes. C'est venu éveiller chez moi peut-être un fond paranoïaque, peut-être une vieille blessure qui traînait et c'est vrai que j'ai commencé à voir vraiment l'humanité sous son côté le plus sombre, et les humains sous leur côté les plus sombres. Et puis ça a commencé à déteindre sur mon quotidien, et du coup je commençais à devenir, assez méfiant de cette hostilité perçue, partout. J'ai commencé à en avoir marre. J'ai senti à un moment donné que ça pouvait commencer à être néfaste, à pas être très sain tout ça et il a fallu une rencontre et puis j'ai rencontré Kevin, en fait. En fait, la vie, tu sais pas comment je l'ai Mais rencontré? non, pas du tout. OK, parce que c'est impossible, en fait. En fait, ma rencontre avec l'hypnose,
est, est due à une conspiration planétaire de je ne sais quoi. Non, mais c'est incroyable. Je vais t'expliquer. Et je vais expliquer à tes auditeurs aussi. Euh, J'habitais déjà en Suisse. Je donne rendez-vous à Paris avec un ancien professeur d'arts martiaux pour s'entraîner au systéma aux arts martiaux russes, ici à Paris. On s'entraîne toute la journée et puis à la fin de la journée, on marche dans la rue, dans les rues de Paris et comme on le faisait au bon vieux temps, on parle beaucoup, on échange, on parle de tout, etc. Puis à un moment donné, vers 10h, 10h30, on commence à avoir faim, on se dit, on va manger quelque chose. On voit un restaurant chinois, je pense, on rentre dedans, on s'assied et on mange. Et là, cet ami me dit, écoute, je suis en train de lire un livre sur l'auto-hypnose écrit par un jeune gars qui révolutionne l'hypnose, s'appelle Kevin Finel. J'ai pensé à toi en lisant, ça va t'intéresser. Moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Je dis, écoute ton livre, l'hypnose, moi, ça ne me parle pas, je m'en fiche. En fait, je disais ça parce que je connaissais pas du tout, je savais même pas ce que c'était, comme beaucoup d'ailleurs. Souvent, les gens ont souvent une idée très arrêtée sur ce que c'est l'hypnose, mais bien peu finalement savent vraiment ce que c'est. Donc, deuxième fois pendant le repas, il m'en reparle. Réaction un peu têtue, hein, non, ça ne m'intéresse pas. Puis en fin de repas, je me souviens très bien parce qu'on était au dessert. Et les desserts dans les restaurants chinois, c'est rarement bon, hein, malheureusement. Donc, voilà, c'est pas un secret. Ah, ils font des très bonnes choses, mais les desserts, c'est pas ça. Et là, il revient avec cette histoire de livre. Ça commençait un peu à me gonfler. D'ailleurs, il dit non, mais vraiment, je suis en train de lire ce livre, je pense à toi. Ce jeune gars, il est extraordinaire, révolutionne le monde de l'hypnose. C'est Kevin Finel. Tiens, le voilà. Et il y a Kevin qui rentre dans le restaurant et qui s'assied à la table à côté. Parce que sur la première édition de son livre, de son premier livre, il y avait sa photo à l'arrière. Mm. Donc, il savait qui c'était. Et là, je me dis, la probabilité C'est ça. Hein. pour que c'est impossible. C'était impossible, la probabilité. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais lire ton livre. Et j'ai lu le livre. Et deuxième coïncidence, sur les 40 références du livre, il y en avait 35 que j'avais lues, que j'avais commandées ou qui étaient en cours de livraison à la maison. Et là, je me suis dit, s'il pense comme moi, ce jeune homme doit forcément être extraordinaire. C'est un biais cognitif bien connu. Hein. On croit que les gens qui nous ressemblent sont forcément intelligents, gentils, bons. C'est un piège. Mais bref, du coup, j'ai voulu savoir ce qu'il faisait. Je me suis inscrit à une de ses formations 6 mois plus tard. Et voilà comment je me suis retrouvé à commencer la formation à l'Arche en 2009 ou en 2010, quelque chose comme ça. Voilà. Et après, c'est une très belle amitié avec toi. Après, oui, alors au début, ça a été une formation qui m'a beaucoup challengé parce que je m'étais construit une armure absolument impénétrable. Et là, on parlait un peu d'émotion avant de lancer la caméra. Quand on fait une formation d'hypnose, on sous-estime souvent à quel point ça va venir nous toucher dans nos émotions. Et on sous-estime à quel point l'hypnose, en tout cas, c'est comme ça que je la pratique et que je la vis aujourd'hui, c'est avant tout une histoire d'émotion. Je dis souvent en formation que l'émotion est à l'hypnothérapeute ce que la terre glaise est au potier. D'accord. Que sans émotion, pas de moteur, pas de travail, on reste en surface quelque part. Donc l'émotion, c'est vraiment la matière avec laquelle on va pouvoir travailler. Et là, je m'en suis pris plein la tête en formation. Je m'en suis bien rendu compte que mes émotions, elles étaient bien enfouies depuis bien longtemps. Et du coup, l'armure s'est fissurée et tout. Et puis, j'ai eu des moments comme ça d'épiphanie, des moments de grâce, des moments de... Plein de moments très riches dans la formation. Je me suis dit, en fait, moi, je veux faire ça. Je veux creuser ça, je veux poursuivre ça et je veux accompagner les gens à les connecter à leurs émotions, à vivre des changements comme ça et à aller mieux, quoi. Ça a vraiment été une grande révélation. Donc voilà, comme ça, comment je suis devenu thérapeute. Et en fait, ta deuxième passion, c'est le systéma. Parce que quand même, tu as un niveau gradé de systéma dans la discipline. Tu as créé même le club en Suisse. C'est vrai. Et donc, tu as un certain niveau. Donc, le corps a vraiment aussi l'importance pour toi. Oui. Et la respiration, l'esprit aussi. Parce que je pense que dans ces sports-là, il y a un alignement avec l'esprit et dans le corps pour les mouvements. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, cette discipline-là, en fait, avec l'hypnose et le systéma, en fait? En fait, pour te faire la petite histoire, les arts martiaux ont toujours plus ou moins fait partie, enfin, ils ont fait partie de ma vie.
Euh, ouais, à 10 ans, j'avais beaucoup de mal à gérer ma colère. J'étais un enfant très, très actif. Du coup, ma mère m'a assez rapidement mis au judo quand j'avais 10 ans. Et puis, s'en est suivi un long parcours où j'ai plus ou moins essayé plein d'arts martiaux. Ça a vraiment fait partie de ma vie, de ma construction identitaire. Ça m'a vraiment alors guéri, je ne sais pas. Est-ce qu'on est un jour guéri de... Je sais pas. Je sais d'ailleurs même pas s'il y a quelque chose à guérir. Enfin, on pourrait prendre la question à l'envers aussi. Euh, mais bref, ça m'a beaucoup accompagné. Et effectivement, un jour, j'ai découvert le systéma, le fameux art martial russe. C'est Jérôme Cadian à Paris qui m'a fait découvrir ça et qui m'a donné le goût de ça. Et je lui en serai éternellement reconnaissant parce que le plus important finalement dans un professeur, c'est celui, pour moi, c'est pas celui qui enseigne, c'est celui qui transmet le goût de vouloir en savoir plus, même que le professeur. En fait, celui qui transmet la passion. Ça, je trouve ça vraiment essentiel et formidable. Donc, je sais pas si il aura la chance d'écouter ou de voir cet échange, mais en tout cas, je le salue bien. Et quand j'ai découvert le systéma, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est russe, c'est très simple, c'est très pragmatique. Il y a 4 principes, c'est la respiration, c'est la détente, c'est la posture et c'est le mouvement. Et en fait, si on incorpore ces 4 piliers fondamentaux dans ce qu'on fait, on fait du systéma. Si on ne l'incorpore pas, on ne fait pas du systéma. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que c'est la première fois que je vois un art martial qui s'intègre dans toutes les phases de sa vie. Qu'on soit stressé, qu'on soit bien, qu'on soit malade, qu'on soit en train de célébrer, qu'on soit en train de boire un verre, qu'on soit à vélo, qu'on soit en train de faire du sport, qu'on soit en train de s'endormir. En fait, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on vit, le système A va tout de suite pouvoir venir nous soutenir quelque part. Et j'ai trouvé ça absolument génial par rapport à tout ce que j'avais fait auparavant. Où oui, on s'entraîne pendant des heures, on est très fort dans son bac à sable, délimité par les tatamis, un ring de boxe, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on reste confronté aux mêmes peurs, aux mêmes problèmes, etc. Et le système a ça de formidable qu'il n'y a plus de frontières, en fait, entre ce qu'on apprend au club et puis la vie de tous les jours. La vie est un champ d'entraînement extraordinaire pour les praticiens de système A. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup aidé à me détendre, la respiration, etc. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de traverser les vagues émotionnelles que je vivais en formation d'hypnose. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais en formation d'hypnose, je notais dans mon carnet tout le temps: «Mais ça, c'est comme un système, c'est comme un système». Puis après, quand j'allais au club, je disais: «Mais ça, c'est comme en hypnose, c'est comme en hypnose». Et en fait, il y a énormément de parallèles dans l'approche de la vie, de la thérapie des 2 pratiques. Ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je pratique un peu moins, j'ai fermé le club, donc je pratique uniquement à titre personnel et je l'utilise en accompagnement aussi. En fait, ça fait partie intégrante de qui je suis maintenant. C'est super que tu puisses, mettre les 2 de tes 2 passions au service de la personne qui vient te voir Exact, ouais. et ça, c'est juste génial au final. Ouais, c'est une grande chance. Ouais, Et comme tu amènes aussi, la respiration, si j'ai bien compris, tu amènes aussi ta propre technique de respiration au sein avec tes patients et cetera, donc ça amène une autre dimension. Parce ouais. que moi, je fais d'autres techniques de respiration et Mmh. je sais très bien que l'importance de respirer dans son corps amène aussi, des positionnements, des émotions, des prises de conscience, plein de choses différentes. Donc c'est mélanger, donc la posture avec, le le systéma, l'hypnose par rapport aux émotions et les respirations pour tout compléter, ça va être vraiment quelque chose de fort, de venir te voir, Ah ouais, mais oui, ah bah alors j'espère. C'est le retour que j'ai en tout cas. Mais oui, mais je trouve qu'on et ça, c'est un message important et merci de le relever. En fait, souvent, c'est ce que je dis aux gens à qui je transmets l'hypnose, hein, dans l'école, apprendre l'hypnose, c'est la première étape. Une fois qu'on sait faire de l'hypnose, on a acquis les outils, mais l'idée, c'est pas de faire de l'hypnose avec quelqu'un, c'est de devenir tellement hypnotique que en fait, ça se fait on n'a plus besoin de faire. Et en fait, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens qui viennent à l'école de se faire superviser, de continuer à se former, de travailler sur eux, d'apprendre parce que, typiquement l'hypnose, on pourrait alors je sais pas si on peut le mettre dans cette case-là, mais il y a beaucoup de suggestions à l'hypnose. Si je te suggère d'avoir confiance en toi et que je transpire moi-même le manque de confiance, ben ça va être très limitant comme suggestion. C'est pas pour ça qu'on doit être un saint, bien au contraire. Mais je pense qu'en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, c'est indispensable qu'on soit en chemin et qu'on vienne aborder
la problématique de la personne et accompagner la personne avec tout notre être, avec qui on est, avec toute notre boîte à outils, avec notre vécu, avec nos émotions, avec notre corps, avec notre souffle, avec tout ça. Et c'est vrai que c'est une chance. Et pour moi, ça paraissait très naturel et spontané de prendre toutes les choses que j'apprends, que j'intègre dans ma vie et de le proposer comme boîte à outils dans mes accompagnements, dans les accompagnements que je fais avec les gens, bien sûr. Et on va aller un petit peu plus loin sur ta façon de voir les choses, ta façon de Je te penser. suis, Avec je te plaisir, suis dans cette aventure. dans l'aventure. Parce qu'on a parlé un peu d'émotion au départ. Et je Ouais. voudrais savoir pour toi, qu'est-ce qu'une émotion? Comment ça se représente? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'une émotion finalement? C'est assez vague comme question, mais parce qu'il y a la colère, la tristesse, la peur qui vont nous amener dans plein de différentes situations de notre vie. Hmm. Et en réaction aussi. Est-ce qu'on doit réagir face à un événement ou rester plus centré avec nos émotions? Parce que tout ça est un jeu bien subtil en fait. Très. C'est une question très vaste. C'est une question très vaste. Du coup, je vais y répondre avec mon filtre. Parce que pour moi, le plus important, c'est il y a deux choses. Effectivement, c'est alors d'où elle vient, comment ça se crée, comment ça vient résonner avec notre histoire, quels composés chimiques, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ça, je ne suis pas spécialiste de ça. J'aurais envie d'inviter d'autres personnes à rentrer plus dans les détails de ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on vit une émotion, alors souvent c'est associé à quelque chose d'inconfortable pour beaucoup de personnes, hein. Et d'ailleurs, quand on regarde les émotions de base, tu as la joie, le dégoût, la colère, la tristesse, la peur, et puis le contempt aussi, je ne sais plus comment on dit en français, Je ne l'ai pas. je l'oublie tout le temps, mais c'est le mépris. Le Le mépris, mépris. exact. Enfin, quand on reprend les grandes émotions d'Ekman, en fait, elles sont. On dit dans l'accompagnement, il n'y a pas d'émotions négatives et tout. Ouais, mais sur les 6, il y en a quand même 5 qui sont pas super, super cool. Donc, j'ai envie de dire, on peut pas éviter la douleur. La vie, vivre sa vie, vivre la vie dans cette incarnation ne peut pas nous empêcher d'avoir mal tôt ou tard. Que ce soit à cause d'extérieur ou quelque chose d'intérieur. Mais par contre, on n'est pas obligé que ça dure longtemps. Donc, je vais le résumer par cette phrase, on ne peut pas éviter la douleur, mais on peut éviter la souffrance. On n'est pas responsable de marcher sur le Lego, quoique, moment de distraction. Oui, on peut. Après, 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 moi je me pose toujours des questions. Le libre arbitre, c'est juste. grande C'est question sur moi aussi. ça. Grande question aussi. Mais parce qu'on est des êtres aussi en réaction, ça vient nous toucher. Il se passe quelque chose, on voit, hop, j'ai peur, nanana, je suis saisi par quelque chose. Mais c'est pas obligé de durer longtemps. Ok, ça me fait mal, j'ai été blessé, on m'a insulté, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une réaction, c'est venu me rappeler, quand j'avais 3 ans, il s'est passé quelque chose, nanana. J'ai une réaction émotionnelle. Mais s'accrocher à cette réaction émotionnelle, s'identifier à cette réaction émotionnelle, lutter contre cette réaction émotionnelle, étouffer cette réaction émotionnelle, ça va créer de la souffrance. Et là, on est 100% responsable de ça. Et c'est parfois difficile à entendre parce qu'il y a des gens qui souffrent quelque part depuis des décennies. Et donc ça, c'est la première chose, de reprendre sa responsabilité par rapport à la façon dont on vit et on laisse perdurer nos émotions, pour pas tomber dedans. Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, que j'avais dit, il y a 2 grands aspects. La première chose, c'était ça, de ne pas transformer la douleur en souffrance. Et la deuxième, elle m'a échappé, mais je pense qu'elle va me revenir. Moi, j'allais. Ouais, mais Après, on va peut-être relancer. C'est en fait, on t'appelle quand on a des moments quand on a la souffrance qui est encore programmée en nous, qui n'est pas encore harmonisée. C'est là où on peut faire des hypnoses, on peut amener de la respiration, etc. En fait, c'est ce que tu proposes aussi au sein de ton accompagnement, en fait. oui. Oui, alors, alors la deuxième, C'est voilà, pour. je savais, la deuxième m'est revenue si jamais, je l'ai dit après.
Alors oui, pendant longtemps, les gens qui m'appelaient vraiment dans des situations, dramatiques. Maintenant, ça s'élargit un peu. C'est aussi des gens qui sont dans des crises identitaires ou des moments de vie où ils sentent qu'ils peuvent aller plus loin, ou des gens qui finalement vont bien, mais ils se sentent, par exemple, mais déconnectés de leur corps et ils se rendent compte qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Donc ça change un peu. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai travaillé avec des gens qui allaient vraiment, vraiment pas bien, qui étaient dans des formes de crise. J'ai d'ailleurs fait partie de la cellule de soutien psychosocial de la police à Genève pendant 3 ans, où là, on était dans du soutien psychosocial, on n'était pas de la thérapie. Donc là, et ça, c'était pendant 3 ans. Donc on est dans l'urgence, on est dans le soutien, on est dans l'accueil de l'émotion, on est dans la redirection vers une forme de normalité face à des gens qui ont vécu enfin, qui ont été victimes de choses atroces, qui ont perdu des proches, et on intervient vraiment à chaud quand la police enfin, était débordée par la réaction émotionnelle des gens. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris, tant personnellement que la satisfaction de faire aussi un service à la population. Peut-être que les pompiers volontaires doivent avoir ce genre de satisfaction aussi, de se sentir vraiment utile et en première ligne quelque part. Euh, et le deuxième aspect de ma réponse qui m'est revenu, si tu me permets, Avec plaisir, vas-y. c'est que je trouve qu'on a, et ça, ma femme l'explique très bien aussi, c'est elle qui m'a d'ailleurs éveillé à ce concept-là. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, Mmh. de mettre de la compréhension sur les émotions, de l'intelligence, pour mieux les gérer, etc. Mais finalement, c'est un concept très masculin, ça, et très carré, et très, très cognitif. Je le ressens, ça veut dire ça, tiens, je sens une émotion, tiens, je vais l'exprimer, nanana. Et c'est très bien, mais c'est ignorer le pôle et le pendant féminin de l'émotion, qui est beaucoup plus chaotique. Et du coup, dans ce cas-là, on pourrait parler de liberté émotionnelle. Et où est la place aujourd'hui à la liberté émotionnelle? C'est-à-dire notre capacité à vivre l'émotion à fond, parce que ce qui n'est pas ressenti par le corps ne peut pas être pleinement vécu et donc alchimisé, parce que c'est notre processus alchimique interne. Où est la place à la liberté ou à la libération de vivre ces émotions à fond? Et ça, c'est aussi intéressant, parce que tant l'un est valorisé, l'intelligence émotionnelle, l'autre, la liberté émotionnelle, de pouvoir pleurer toutes les larmes de son corps librement au restaurant parce qu'on a été touché profondément par quelque chose. Mais ça, c'est encore moins accueilli. Est-ce que c'est à accueillir partout? Je suis pas sûr non plus. Mais je trouve qu'il faut faire la part des choses. C'est deux choses qui sont très complémentaires, très utiles et néanmoins différentes. Mais, je veux rebondir sur ce que tu dis par rapport au restaurant, tu es en train de pleurer. Ouais, Est-ce que c'est pas aussi tu t'empêches parce que c'est le regard des autres t'empêche de pouvoir vraiment exprimer ton émotion du moment? ouais. Est-ce qu'il y a pas donc si on fait abstraction de ça, on exprime ce qu'on a exprimé à ce moment T, en fait. Oui, alors les maîtres de ça sont les enfants. Les jeunes Ah oui, enfants qui n'ont pas encore cette limite et qui, parce qu'ils ne reçoivent pas la sucette dans le magasin, se mettent à hurler ouais. par terre. Alors ça a ses limites, on est d'accord. Mais tant la liberté émotionnelle a ses limites, tant l'intelligence émotionnelle a ses limites aussi. Et je trouve, et c'est ça la danse, qu'on en parlait un petit peu aussi, retrouver la danse des polarités dans ce jeu des émotions, c'est trouver l'équilibre entre les deux, en fait. Parce qu'une émotion qui n'est pas exprimée, elle est retenue, elle est contenue. Donc à un moment donné, tout ce qui est mis sous le tapis, bah, ça s'accumule et puis ça vient se cacher dans le corps, ça crée des blocages, ça crée des tensions et puis Ainsi de suite. et ainsi de suite. Prenez la musique. Mais, mais la colère, parce que quand même, je reviens toujours la colère, on peut pas l'exprimer comme ça, face à l'autre, parce qu'on a envie de frapper ou je sais pas quoi. Déjà, c'est avant de combler, de voir, aussi sa conscience par rapport à tout ça. Oui, et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, elle est vachement utile Ouais, c'est ça. et salvatrice, et elle sauve des vies. Et c'est bien, c'est super. Mais quid de la colère? Ouais. Et typiquement, ce que je te disais, avec ma femme, on travaille beaucoup avec les couples et Mmh. c'est super intéressant parce que tant on valorise, et c'est marrant parce que je vais faire un post là récemment, enfin je suis en train de l'écrire là, un post là-dessus, parce que c'est un peu controversé aussi. Tant on est en train de valoriser de plus en plus l'expression de la colère chez les femmes, qui est quelque chose qui a été énormément réprimé,
Et je trouve que c'est quelque chose de très, très sain, même au sein du couple, que la femme puisse exprimer sa colère, tant que l'homme puisse tenir la barre, quelque part, et être un peu le garant de ce chaos pour qu'il sorte. Parce qu'un corps qui retient la colère, c'est destructeur, c'est à éviter. Mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Je recommande absolument pas dans un couple que la femme tienne le rôle de garant alors que l'homme exprime sa colère. Parce qu'on sous-estime, ça fait partie de mon travail, je vais expliquer pourquoi, mais on sous-estime le degré de violence qui se cache à l'intérieur des hommes. Ne fût-ce que par le, les bagages passés qu'on traîne. Il faut savoir que on a le même âge, nos parents ont sans doute pas connu ça, sauf les gens qui viennent des Balkans, mais nos grands-parents ont tous connu la guerre, d'une manière ou d'une autre. Cette violence-là, elle est quelque part. On sait aujourd'hui, on a des marqueurs de trauma à la 4e, 5e génération. C'est ce qu'on peut mesurer aujourd'hui scientifiquement dans les cellules, comme il y a des marqueurs qui sont transmis de génération en génération. Ça, c'est ce que la science peut nous prouver aujourd'hui. Je pense que quand les appareils s'affineront encore, on pourra montrer que ça vient de beaucoup plus loin. Je serais curieux d'ailleurs de savoir si tu partages cette idée-là. Mais ça veut dire qu'en nous, on a des mémoires de ça. Et c'est pour ça que je trouve que et j'ai pas mal fait ça ces 2 dernières années, de créer des espaces bienveillants et sécures dans lesquels des hommes peuvent exprimer leur violence à d'autres hommes, entre eux. Parce qu'il y a des espaces pour ça. Et je trouve que c'est très sain de le faire, mais il y a des espaces pour ça. Et quand les hommes ne font pas ça, il y a des mécanismes de compensation, ça crie sur tout le monde, c'est la violence en voiture, c'est l'alcool beaucoup. Chez les femmes, ça va être plutôt l'autodestruction. On voit les maladies auto-immunes explosent. Et il y a je ne sais pas si tu es renseigné là-dessus, c'est assez fascinant. Je n'ai pas les vrais chiffres en tête. Mais les maladies auto-immunes ont en général augmenté pour tout le monde, pour la population. Alors évidemment, on les mesure mieux qu'avant. Donc ça a changé. Mais depuis les années 60, la proportion des femmes par rapport à la proportion des hommes a fait x8, x10, x20 parfois. C'est complètement fou. Alors qu'avant, c'était plus ou moins 50-50. C'est très bizarre ce phénomène. Très, très bizarre. Parce... J'avais pas pris conscience de ça. Ouais, j'invite tes auditeurs. On dit, alors, les auditeurs, c'est ceux qui écoutent, ceux qui voient, on les appelle les auditeurs aussi. Les auditeurs aussi, parce qu'après, on espère qu'ils écoutent ce qu'on dit. Je sais aussi. Alors mais vérifiez, renseignez-vous, ouais. Renseignez-vous sur ces chiffres. C'est complètement, c'est choquant en fait. Gabor Maté en parle énormément dans son livre Le mythe de la normalité. Les proportions sont révoltantes en fait. Et on pourrait se poser la question de d'où ça vient ça. Parce qu'après, on sait que transgénérationnellement, on détient nos mémoires. C'est là où, d'un coup, quelquefois, ça nous bute dans cette vie-là parce qu'il y a une mémoire qui n'a pas été à refaire circuler l'amour au sein de la fratrie, où il n'y a pas un secret qui est pas exprimé. Il y a plein de choses qui peuvent il y a même des secrets qui ne veulent surtout pas être, même à force de des constellations après, le secret ne veut toujours pas et ça sera impossible de l'avoir, en fait, ce secret. Et ça revient toujours, la violence, etc. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie, même passée, hein, après. Faut y croire ou pas, dans nos vies passées. Et c'est, moi, je dis que c'est l'âme, en fait. Pour moi, il y a l'âme qui détient toutes nos mémoires, en fait. Aussi bien passées que transgénérationnelles, mémoire active à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qu'on a vécu. Et en face de l'autre personne, elle a la même chose, en fait. Elle a aussi ses mémoires. Et c'est aussi avoir à pas rentrer dans son interaction avec ses blessures par rapport à ce que la personne dit aussi. Donc pas exprimer ni la colère, ni l'émotion qu'il a, parce qu'on sait très bien que ça lui appartient. Et nous, on a d'autres histoires. Donc si on commence à déconstruire tout ça, on va plus être en réaction avec cette histoire-là, en face de l'autre. Ouais. Et donc d'un coup, retrouver cette centralité et cet axe plutôt pour être en écoute bienveillante et que d'un coup, en aboiement ou des choses comme ça. Ouais. Et d'un coup, ça change toute la dynamique dans le couple ou même avec ses amis. Parce qu'on ne s'assimile pas avec la mémoire que l'autre projette sur nous, en fait. Ouais. Et c'est complexe. Pauline Vialet, qui est une collègue à l'Arche, qui explique ça très bien. C'est comme si on était des pans avec plein de plumes.
Et chaque plume représente une de ces mémoires. Et quand deux pans se rencontrent, en fait, il y a toutes les plumes qui peuvent potentiellement résonner avec toutes les plumes de l'autre. Et ça fait un bordel Enfin, ils ont fondamental. Ouais. tous des yeux, de toute Ils façon. ont tous des yeux, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est important. Et ça, je sais pas si c'est mon côté russe, mais d'ouvrir des parenthèses de travail et de questionnement, et puis de les refermer, et puis de vivre en fait sa vie. Et parce qu'en fait, on est là aussi pour la vivre et pour l'incarner, pour ressentir, et tant j'aime bien me poser des questions et je trouve ça super utile et ça fait avancer le schmilblick, mais il y a un temps pour tout. Parce qu'il y a des gens qui le vivent très bien d'être dans des questionnements permanents, et il y en a d'autres, je le vois, ça fait plutôt un truc c'est que de thérapie en thérapie, de cérémonie en cérémonie, de questionnement en questionnement, de bouquin en Ok. bouquin, de Oui. machin. Euh, puis tu la vois 10 ans après, ça a pas l'air d'aller mieux. Non, ça, c'est expérimenter dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai fait du bouddhisme à un moment donné, beaucoup. Ah ouais. Euh, j'ai vu beaucoup où on était tout le temps en tailleur pour amener la compréhension de l'esprit aussi, par rapport à des méditations, par rapport à plein de choses. Mais je me dis, passer du temps en train de réciter des sadhanas ou réciter des choses, je dis, mais la vie, c'est l'extérieur, en fait. Mhm. Et en fait, les situations, c'est pas être assis en tailleur, en récitant des choses, qu'on va pouvoir avancer dans notre vie. Donc, Mhm. il faut vivre notre vie. Ouais. Donc, ça revient à ce que tu dis aussi, à un moment donné, expérimentons et appliquons ce qu'on a appris. Et on va voir ce qui va se passer, en fait. Oui, merci, parce que j'ai eu cette conversation avec ma femme il y a quelques jours, voire quelques semaines. C'est de se rendre compte à quel point la vie, toutes les interactions sont des occasions de grandir, d'apprendre sur soi, d'expérimenter des choses, de changer, de se transformer sans pour autant se casser la tête. On est là, a priori, peu importe son système de croyance, mais tu parles d'âme, moi je te rejoins assez bien là-dessus, je pense. Mais on est une âme qui s'est incarnée dans un corps. C'est pas pour rester en mode âme en permanence et se déconnecter du corps de la vie. C'est ça. Il y a une raison à ça, et c'est sans doute d'embrasser la dualité, la 3D à fond, de manger du pâté de marcassin à longueur de journée. Non, j'exagère, je déconne. Après, pourquoi Ah, pas, pourquoi chacun pas? Il y son en a qui truc. adorent ça, hein. Ouais, il y en a qui adorent ça. Moi, c'est pas mon truc, mais Moi non, mais non tout plus, ça, mais on est là voilà, pour être incarné, pour vivre, pour ressentir. Christiane Singer en parle très ouais. très bien. J'adore Mm. j'adore l'entendre surtout. Parce qu'elle en parle avec tellement de passion. C'est vrai que c'est une femme, enfin, maintenant elle nous a quittés, mais c'est une femme qui était en mission Tout à fait. et qui exhortait les gens, mais vivez, ressentez. Mais voilà, et parfois ce sera douloureux, parfois ce sera joyeux, mais si vous vous coupez de la douleur, vous vous coupez de la jouissance aussi. Mais non, embrassez le tout, vous êtes là pour vivre. Elle en parle tellement bien, j'adore. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est un autre point. C'est la vie, quoi, en fait. Il faut Ouais. vivre, quoi. Et tu importes quelque chose que moi, je pense, en moi, c'est le corps. Mm. Faire du sport, faire des choses comme ça amène aussi un équilibre aussi dans son corps. L'esprit amène beaucoup de réflexion, etc. À un moment donné, il faut tous les digérer. Et je pense que le sport permet peut-être d'amener dans cette compréhension et de son mouvement, en fait, de donner du mouvement avec son corps, en fait, le sport. Oui, et alors, Ou une marche, hein, je parle, c'est pas tout, c'est ça. oui, alors dans ce que tu dis, j'entends l'association au corps permet ça. Le sport, pas forcément, tu vois, parce que je pense qu'il y a énormément de sportifs ou sportifs de haut niveau qui, au contraire, pour arriver là où ils sont, se sont complètement dissociés de leur corps parce que ben, c'est beaucoup de souffrance pour le sport de haut niveau, beaucoup d'abnégation par rapport à la douleur, etc. Donc je suis d'accord avec toi, pour autant que ce soit des pratiques qui nous amènent à être plus associés au corps. Or non, on est une société dissociée quoi, du corps, pour plein de raisons qu'on peut évoquer, mais énormément de gens qui sont dissociés du corps, et à raison. C'est un super mécanisme de compensation, de protection. Mais effectivement, toute pratique qui nous permet de revenir petit à petit au corps pour ressentir, pour permettre à l'esprit, pour débloquer, pour vivre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un chemin de guérison, et c'est un chemin que toutes les personnes que je croise du matin au soir, je les invite à s'incarner de plus en plus, que ce soit par le mouvement, la marche, le souffle, le toucher, toutes sortes de pratiques.
mais aller dans le corps. Parce que le sport peut avoir l'effet inverse. Tout peut être dissociatif aussi. Tout à L'hypnose fait. aussi, l'hypnose peut être une fuite. Comme la méditation aussi, ça dépend comment on la pratique. Ça Mm. peut être revenir au corps, mais ça peut être se barrer aussi. C'est les deux. C'est les deux, ouais. Les Mm. deux en même temps, du coup, ou bien c'est le choix? Quelquefois, c'est d'un coup, on sent vraiment s'incarner dans son corps parce qu'on est dans le corps et aussi, d'un coup, il y a l'esprit qui peut partir parce qu'après avoir bien intégré son corps, en fait, Ok, parce qu'on peut, la facilité, c'est de laisser partir. ouais. Et plus on intègre son corps, plus on peut vraiment aller projeter beaucoup plus loin dans l'endort, en dehors de son corps, en fait, parce qu'on a une base solide d'ancrage, en fait. J'aime bien cet équilibre. C'est aussi quelque chose que j'ai dit souvent à mes élèves qui parfois développent un côté un peu évanescent, un Mm. côté éthéré comme ça, avec la méditation, avec l'hypnose, avec tout. Et hop, ils partent. Et quand ils me demandent des conseils, je leur dis non, faites du jardinage pendant une semaine, allez marcher dans les bois, Mm. reconnectez-vous au corps. Parce qu'effectivement, au plus on est dans son corps, au plus on peut voyager. C'est ça. On a plus une base solide, en fait. Exact, ouais. J'aime beaucoup ce que C'est tu dis. c'est l'ancrage, en fait, pour moi. C'est Ouais. ça. Après, il y a toujours l'ancrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça s'exprime? C'est toujours des questions un peu métaphysiques, mais c'est vraiment être présent avec soi, en fait, hein. Ouais. Comme toucher la terre, et on peut, en touchant la terre, partir parce qu'on a la terre dans les mains. Bon, après, même dans la balade, etc., mais c'est de sentir ses pas, Ouais. entendre la forêt, mais on sent aussi voir chaque pas qu'on fait cette forêt, etc. C'est pas de se dissocier avec ce côté éthérique. D'un coup, on claque le doigt et puis on peut partir dans nos pensées, c'est beaucoup plus simple, en fait. Il y en a qui c'est simple, il y en a qui sont pas simples après. Mais c'est comment je perçois, moi. Donc, il faut manger du pâté Au au sanglier, au sanglier marqué, je pour sais pas. bien s'intégrer dans Oui, son corps. je suis pas très. Non, je vais arrêter avec ces blagues. Après, 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 c'est on peut nul. dire les champignons aussi qui traînent au bord Oui, de la route. il faut bien choisir lesquels, parce que sinon ça va. Non, mais si pour revenir un peu plus, Mhm. euh, on a parlé d'âme et en fait, je voudrais appeler parce que il y a l'âme, il y a aussi notre système, il y a l'ego, il y a cet ego-là qui est là présent aussi avec nous Oui. et qui c'est nous, hein, c'est nous avec nos facettes, nos différentes personnalités, notre façon aussi d'être élevé, d'avoir vécu des choses, etc., des situations. Nous avons mis ce masque et après, moi j'appelle l'esprit aussi, c'est celui qui va nous amener dans différentes axes, dans différentes trajectoires de notre vie, qui dissimule un peu des petites pièces de Lego dans notre vie, Mhm. qui fait mal, etc., qui va permettre de faire grandir encore notre conscience, parce que d'un coup, l'âme, avec toutes ses mémoires, bah, c'est une pelure d'oignon. Donc on enlève un, puis l'ego va moins s'assimiler avec cette mémoire et tout. L'esprit, pour moi, il y a vraiment la Trinité comme ça qui fonctionne un peu, où nous, on est là. On Mhm. avance dans ce chemin-là avec tous ces variables. Et toi, d'après toi, comment ça se passe, toi, avec l'ego? Comment tu ressens? Qu'est-ce que c'est que l'ego pour toi, l'esprit ou des choses comme ça? Comment tu les mets en toi? Comment ça se fonctionne dans tout ce que tu proposes? Mais c'est aussi un super questionnement. Pendant longtemps, je vais parler de moi, mais pendant longtemps, j'ai passé énormément d'énergie à aller dans le non mental, à fracasser mon ego, à aller chercher le vide mental, à être pure présence et à dénigrer cet ego pour aller plus dans les sensations, plus dans le corps, plus et ça correspond aussi à tout un cheminement, martial, notamment art martial russe, notamment du système. Mais il y a quelques années, j'ai touché les limites de ça. Heu Parce que la vie, c'est pas que ça. On a besoin de l'ego, on a besoin de structure, on a besoin de discipline, on a besoin de but, on a besoin d'objectifs, on a besoin de concrétisation. C'est de l'équilibre, je trouve, entre le féminin et le masculin. Donc j'ai remis de l'ego. Alors je suis pas dupe, hein, tout ça est un jeu. Je trouve que l'ego a énormément de sens et il a vraiment sa place. Pour autant, qu'on reste conscient que tout ça n'est qu'un jeu et qu'on ne tombe pas dans le jeu de «je suis mon ego» parce que alors là, la souffrance, elle est totale. Ah, l'un va être supérieur à l'autre.
Quoi? On peut devenir supérieur à l'autre. Oui, c'est compliqué Ouais. et c'est vrai que donc c'est toujours des boucles en spirale. C'est de pas s'identifier, à l'ego, mais l'ego est important. C'est la personnalité, c'est qui je suis. Alors Mmh. quand on dit: «Ben, voilà, moi je suis comme ça, j'ai comme ça», c'est un jeu parce qu'on est beaucoup plus que ça et puis, effectivement, c'est un rôle. C'est un rôle mais c'est OK de s'identifier au rôle pour autant qu'on sait que c'est un rôle. Moi, je dis souvent, on utilise le persona qu'on a besoin dans cette situation. Si on prend conscience de ça, qu'on a utilisé ce personnage, à ce moment-là, bah, ça permet de le remettre à des moments bien placés et des moments parce que l'ego, c'est lui qui va nous donner, faire une impulsion pour aller chercher quelqu'un, voilà, pour décrocher un job, pour aller démarcher, pour faire plein de choses, en fait. Mmh. C'est grâce à lui qu'on peut, aller, montrer sa carte de visite à un inconnu ou aller chercher dans l'inconnu, franchir toute cette part, un peu où on sait pas où on va, mais on y va, quoi. C'est Mmh. aussi l'ego qui amène cette volonté, d'agir, je pense moi, hein. C'est pas mais c'est de savoir quelle casquette on met à ce moment-là, à cet instant T. Et je trouve que c'est intéressant de se prendre conscience de tout ça, en fait. Et après de vivre notre vie, quoi, en fait, hein. Mais, d'être en accord avec ce qu'on fait, quoi, de devenir de plus en plus intègre avec nous, qui est une Oui. chose, qui est pas facile tous les jours. Non, c'est vrai et en même temps, quoi faire d'autre que d'être de plus en plus en paix et en accord avec soi et puis de moi, je suis un fan du travail personnel, hein. Je sais qu'aujourd'hui, ça devient la mode de cracher sur le développement Ouais, personnel ouais, et ouais. puis et c'est multifacette, mais personnellement, je trouve que le développement personnel a fait énormément de bien à énormément de gens et j'ai une approche, moi perso, de développement et de travail personnel qui est continue. Parce qu'il y en a plein qui disent, «Ah, on est parfait, pourquoi changer?» et cetera et je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout la meilleure version de moi-même là, maintenant. Il y a du travail, j'adore ça parce qu'en fait, encore une fois, c'est un jeu, mais moi, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même possible, tant pour moi, mais que pour mes proches, que pour les autres, parce que je et mais je pense que pour jouer à ce jeu-là, il faut aussi beaucoup d'amour-propre. Il faut contrebalancer ce côté stoïcien de, «Je suis un produit, pas fini, je peux être meilleur», un peu à la David Goggins que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu vois qui c'est David Non. Goggins? C'est un ultramarathonien, ancien Navy Seals, américain OK. qui fait des 300 kilomètres avec les pieds fracturés, il dit, «Faut Ouais. continuer, il faut se battre, il faut y aller». Moi, je le trouve très inspirant. Alors, je suis pas comme ça. Je le trouve inspirant parce qu'il montre un extrême quelque part Ouais, et du coup, ça permet l'avantage des extrêmes, c'est ça donne aux gens, le choix et ça permet de se positionner. c'est Tiens, est-ce que je suis comme ci? Est-ce que je suis un peu moins? c'est le curseur. C'est le Où on curseur. place, le curseur. Ouais, pour le moment, lui, c'est le plus loin que j'ai fait. Lui, il est Et là-bas. Mais je suis content, il est très inspirant pour ça et je suis content qu'il y ait des gens comme ça existent. Pour moi, c'est trop et je pense que pour pouvoir se lever le matin en disant: «Bah, aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, j'ai envie de devenir meilleur ce soir, être fier de moi» et cetera. J'ai travaillé dur. Il y a besoin de se donner beaucoup d'amour. Parce que sinon, on rentre dans la culpabilité, dans l'autoflagellation, et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je pense que il y a il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas, heu et ça, c'est difficile, ça, c'est compliqué, parce que je trouve que c'est pas compliqué, c'est compliqué enfin, vouloir être meilleur et travailler à être meilleur, se rendre compte qu'on n'est pas fini alors qu'on s'aime pas encore, qu'on s'aime pas tel qu'on est, c'est un peu destructeur quand même. Donc je trouve qu'il faut cultiver les 2 mmh, et du coup, avec mes clients, je fais bien attention de c'est quoi la priorité. Là, j'en ai plein qui pop dans ma tête là et souvent, on va d'abord remettre de l'amour-propre, on va d'abord travailler à ça, on va d'abord se rendre compte qu'en fait, c'est déjà très, très bien en fait, c'est déjà super avant de se lever le matin et le lendemain et de se dire: OK, on va tout donner, on va devenir la meilleure version de soi-même». Ça, il faut un équilibre. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais oui, oui, tout à fait, il faut trouver un équilibre entre, s'aimer et ouais, de aussi, bah, c'est la gratitude aussi, c'est le rapport à l'autre et tout ça aussi, c'est plus on s alors il y en a qui disent aiment pas cette, j'ai interviewé une personne qui a écrit un livre sur l'amour ouais. et je dis: «Comment on peut si on s'aime pas, comment on peut donner de l'amour?» Il me dit: «Non,
Parce que là, ça tu te dénigres avec toi-même, en fait. Il y a de l'amour, en fait, en toi, c'est simplement que tu c'est pas un jauge, c'est pas une jauge, comment tu peux donner de l'amour à l'autre. C'est pas ça, en fait, hein, c'est l'amour, c'est naturel, faut la transmettre, mais il y a pas plus tu t'aimes, c'est génial, mais c'est faut pas dire que tu te tu t'auto-limites, en fait. C'est comme si tu te flagellais, comme tu pouvais pas donner de l'amour. En fait, parce que tu t'aimes pas, c'est pas vrai ça, en fait. Il y a quelque chose qui est pas dans un alignement, standard, en fait. OK. Et donc au final, on aime comme on aime, en fait. On n'a pas de c'est pas un égrégore pour dire que l'autre, si on t'aime pas, bah, tu peux pas aimer et cetera, en fait. Je pense que c'est un niveau où tout le monde s'aime, en fait. Il y a pas de, dans cet amour de gratitude, il n'y a pas de savoir si on s'aime ou on ne s'aime pas, en fait. C'est où tu te places toi, où t à ce moment T, en fait. Et après, il y a l'amour qui vient ou pas, qui est, tout par rapport à tes histoires et cetera. Donc au final, ben, on cultive cet amour aussi, on cultive, ce qui on est. C'est comme une plante, c'est prendre soin de la plante, en fait, hein. Oui, mais là, typiquement, je repense aux polarités. C'est ce que C'est le grand, là, ça fait penser au grand retournement de, comment ça s'appelle, de Susanel. Mais comment tu réagis à ça, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens, de femmes en particulier, qui ont une facilité à aimer l'autre, à aimer les siens, à aimer les enfants, à prendre soin de mmh, tout le monde, sauf d'elles-mêmes. Et, et du coup, je trouve le grand retournement, c'est d'apprendre à prendre cet amour-là et à le rediriger vroom, sur elle. Mais du coup, je comprends pas trop ce en que fait, la comment là, personne par disait. rapport, ce que tu me parles, je reprends ton exemple, Ouais, c'est moi, ce que je peux percevoir en constellation familiale, en transgénérationnel, ouais. il y a avant elle, il y avait sa mère. Et Mhm, sa mère, elle a vécu, il a transmis des choses où elle-même n'avait pas encore pris conscience de cet amour. mhm. Pour le récupérer, il pouvait même le transmettre à ses enfants, à son mari, mais elle-même ne savait pas parce que sa mère à elle ne l'a pas appris encore. Et Ouais, en fait, pour cacher ce schéma-là, c'est à cette nouvelle femme ou à cet homme ou ce nouvel homme de prendre conscience de cet amour, comme quoi il peut revenir en lui. C'est ok. aussi, c'est aussi ça, c'est cette, façon de percevoir les choses aussi, hein, parce que d'un coup, elle ne sait pas faire, parce qu'on ne l'a pas appris à le faire. Oui, donc c'est plutôt au niveau des compétences, du coup. Compétence, c'est pas une Ok. compétence, mais c'est quelque chose à ressentir. Oui, Pourquoi il y a une oui, possibilité d'avoir ça, en c'est fait. possible, ouais. C'est possible, Et ouais. hem et Ça pour dépend où ça se situe, en tu fait. voilà. Ok, Et ok. donc comme tu en parles de tu fais un st ouais, un tu je vais amener aussi le côté, féminin, masculin parce que tu travailles aussi tu fais des retraites avec ta femme sur le couple masculin-féminin Ouais, et je parle pas des hommes et femmes, mais à l'intérieur de nous, ouais, exact. Ouais. la polarité. Ouais. Et qu'est-ce que c'est quoi ta pensée sur cet équilibre entre le masculin et le féminin, Je pense que c'est la clé de tout. Alors, pour le moment. C'est une, je pense honnêtement que c'est en tout cas, c'est plus qu'une grille de lecture. Au début, c'était une grille de lecture et puis à force de travailler avec ça, de le ressentir, parce que c'est pas un concept, c'est quelque chose de ressenti, c'est quelque chose j'allais dire incarné, c'est quelque chose de charnel, de connecter à sa part féminine et connecter à sa part masculine. De se rendre compte, tiens, est-ce qu'elle est surexprimée? Est-ce qu'elle est sous-exprimée? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Et inversement. Parce que quand on est à 2 comme ça, on est au moins 4. voire même On sait plus? le pan. Mais si on regarde ça du filtre des polarités, ben, il y a ton masculin qui interagit avec le mien et inversement. Donc quand il y a une relation de conflit, quand il y a quelque chose qui passe pas, ça se situe où en fait? Tu vois? Parce que on va tous avoir une prédilection et des facilités d'être dans une des 2 polarités. L'autre va avoir plus de coups. Typiquement, quand on regarde, il y a énormément je prends des gros stéréotypes, hein, mais je pense que ça va éclairer, des choses. Souvent, quand on demande à un couple, homme-femme par exemple, et qu'on demande qui organise les vacances, c'est souvent la femme qui organise les vacances. Et quand on lui demande si elle aime ça, c'est rarement le cas.
c'est possible qu'elle kiffe et qu'elle trouve ça relaxant et qu'elle adore, et c'est super. Ça, on va pas mettre des problèmes là où il y en a pas. Mais souvent, c'est parce que, ah, je le fais, parce que sinon, C'est pas le fait. gros fainéant là, eh ben, il nous emmènerait de nulle part. Les gamins, ils arriveraient à la plage, ils seraient à poil, sans crème solaire, ils n'auraient rien. Et encore la crème solaire, je ne recommanderais pas de mettre de la crème solaire, mais ça, c'est un autre débat. C'est ça. Chaque chose en son temps. Mais, et c'est souvent par dépit, en fait, qu'on se retrouve dans une polarité qui va avoir un coût énergétique, qui va avoir un coût qui va engendrer de la frustration. Et du coup, on va rentrer dans des schémas de passif-agressif, parce que d'une manière ou d'une autre, dans ce cas-là, madame va se venger et faire comprendre à monsieur que c'est une grosse merde parce qu'il a rien foutu pour organiser les vacances. Du coup, lui, alors, ou bien il va... Et ça n'arrête pas. Ah oui, c'est clair. Et c'est là qu'on voit que le couple devient un espace pathologique et souffrance. Mm. Alors que c'est, a priori, votre plus grand allié. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, a priori, votre conjoint, votre conjointe peut être votre plus grand allié. C'est la personne qui est la plus proche de nous, qui nous connaît le mieux, avec qui on passe le plus de temps, ou presque. Du coup, pourquoi lui parler? Enfin, le fait de lui parler comme on n'oserait jamais parler à un inconnu est déjà un signe qu'il y a quelque chose de toxique qui est en train de se passer. Et on n'est pas obligé de subir ça à partir du moment où on commence à ressentir déjà ce qui se passe, de choisir, tiens, est-ce que cette polarité-là me convient? Est-ce que ça me convient d'agir dans cette situation-là? Et ça me fait penser à une cliente, justement, je l'avais grandement, parce il y a des processus de changement à faire, hein, c'est pas du jour au lendemain. J'avais dit, fais confiance à ton homme, fais-lui confiance. Dis-lui, écoute, c'est toi qui gères. En plus, c'était juste un week-end en amoureux, c'était pas non plus la lune. Donne-lui, arrête de tout contrôler, laisse-le faire. Du coup, il s'était retrouvé dans un Airbnb pourri avec une vue à 30 cm du mur des chiottes de l'appartement droit. Elle m'avait laissé un vocal en disant c'est mon seul week-end de repos de tout. Mais j'ai dit c'est un passage. Son masculin doit grandir aussi. Il faut lui laisser la chance de. Parce que c'est pas évident d'organiser un voyage quand on l'a jamais fait. Donc ça s'apprend. Mais bref, c'est un beau voyage et ça peut se faire dans l'amour, dans la douceur, dans la simplicité. Pour autant qu'il y ait de l'amour et une volonté de retrouver son équilibre et de pas subir. Parce que là, on dit vivre, il faut vivre, il faut vivre. On est là pour ça, oui, mais à ses conditions. On n'est pas obligé de subir la vie. Ça, je suis d'accord. Mais pour savoir à quelles conditions, il y a besoin d'entendre ses besoins Et donc de les communiquer. et de les communiquer. Exactement. Quels sont mes besoins? Voilà de quoi j'ai besoin. Est-ce que tu peux m'apporter ça? Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Si oui, ok. Exactement. C'est pour moi la base, hein, c'est la communication. J'ai appris ça maintenant depuis Ça, c'est la sagesse. ça, c'est bon. Mais c'est sûr, la base, c'est la communication. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais enfin, je pense qu'interviewer ma compagne que tu as rencontrée à la soirée de Très Daniel, là, qui a sorti son livre sur la communication de pouvoir, je pense que ça t'intéresserait aussi. Avec plaisir. Mais c'est... Parce que là, en maîtrise de communication, il y a du niveau, quoi. Avec grand plaisir. Ouais. J'aime bien en plus apprendre, mais exprimé par le jeu. Pas tu vois. Ouais. Alors chez moi, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait ça, d'apprendre de simplement exprimer l'émotion ou le jeu par jeu, Ouais, déjà. et plus appuyer sur le tu me tues. Le tutu, comme disait Ouais. le monsieur qui a inventé la C'était- communication non violente. j'en viens juste d'en discuter. C'était... Je vois le personnage. Bra- Armstrong. Non. Je me rappelle pas, mais je me rappelle plus. Ça va. Gainsbourg. Je sais plus. C'est Hasbourg, je crois. Non, mais Non. je sais plus le nom exact. J'en ai discuté à 2 minutes avant de te voir. Ah ouais? Et il va faire un grand rencontre au Rex sur la communication non violente. En plus. Ok, on va faire un jeu pour tes auditeurs. Ouais. Envoyez le En nom commentaire. qui à commentaire. Non, mais c'est vrai, il va gagner. Il va gagner ma reconnaissance. Waouh. Notre reconnaissance mutuelle, parce que là, on a un trou tous les Et deux. donc, ben oui, parce qu'après le on aussi, il y en a quelqu'un qui me racontait, il me disait à chaque fois que j'utilisais on, c'est pour les cons. Oh. Ah, carrément. Ah oui, à chaque fois, il me disait, il appuyait, on, non, c'est qui on? Non,
Ouais, pour apprendre, préciser, ouais. comme quoi sortir ou utiliser le nous, utiliser le je. Après, il y en a qui parlent aux 3e personne aussi maintenant, donc ça, je suis pas encore, Ah oui, parce que je pensais que bon, je sais, Alain Delon faisait beaucoup ça, ça mais ça a ah, fait je des pense petits? que ça fait des petits, ouais. Ah ouais? Ah Oui, OK. pour pas s'identifier. Ah, parler à la 3e personne. Ouais, on s'identifie pas à un genre, ouais, ouais, tout ce que tu veux. Ouais, mais du coup, alors par rapport au Mais c'est genre, ça c'est ça, encore une autre question, mais par rapport à l'identité, je trouve que c'est intéressant. c'est, C'est que c'est dommage de passer à côté mmh, mais justement de cette affirmation de qui on on est. est Même si c'est pas fini, c'est en changement, bah, c'est en construction et puis c'est pas parce qu'on n'est pas ça qu'on peut pas être ceci, non, tu vois? Moi typiquement, j'ai été très longtemps et je le suis encore, beaucoup plus connecté à mon énergie féminine que masculine. C'est une grande facilité chez moi. Heu, Recevoir, typiquement, recevoir des cadeaux, c'est très féminin comme une énergie ça. ouais, Donner, c'est plus masculin comme énergie. Moi j'aimais beaucoup recevoir. Être dans les sens, le plaisir des sens, être dans le l'intuition, c'est très féminin, être dans l'intuition et tout. l'intuition. En fait, il y a beaucoup il y a il y a beaucoup dans l'accompagnement, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont extrêmement connectés à leur énergie féminine. L'écoute empathique, Tout à fait. pouvoir accueillir les émotions, ressentir effectivement, c'est c'est très féminin tout ça et en même temps, c'est OK d'être un homme qui ressent ces choses-là. Ça veut pas dire charrette, Non. comme on dit en Belgique. Tu connais cette expression? Non, je Non, connais pas comme j'ai c'est vu à ta je tête. connais d'autres expressions, mais pas celle-là. Ça veut pas dire charrette. Non, Ça veut dire que c'est pas ça qui fait ça. ça, oui. Ouais. Mmh, Par exemple, il y a une belle lumière ici, mais ça veut pas dire qu'il fait chaud dans les pièces. non, Comme quoi, ça veut pas dire charrette. c'est ça. Comme ça, je t'aurais appris une belle expression. Ça fait une petite rupture de pattern. Ça veut C'est pas dire ça. charrette. Ah? Quoi? Quoi? Mmh. Mais alors, à part la charrette, Ouais. heu, après il y a le masculin, le côté masculin va amener l'action, en fait. C'est celui qui va créer, qui va amener cette, l'action d'agir, l'action parce que je Ouais. je sépare l'action de faire et agir parce que faire, je trouve que l'action de faire, on d'un coup, on fait, sans quelquefois on met sans conscience, sans rien du tout. Oui. On fait, on fait, on fait parce que c'est bien de faire, de mettre de l'action pour faire et Ouais. on est comme un peu la moulinette qui brasse, qui brasse, qui brasse, mais en fait, c'est pas dans l'action d'agir dans le concret, dans le conscient. Ouais, je te rejoins là. Et donc d'un coup, c'est ça aussi le masculin, c'est d'amener, cette impulsivité, cette, force et donc c'est un mélange qu'il faut avoir tout ça, c'est une balance, tout le temps, d'écouter et cette, C'est une danse. Si on danse, si on est que masculin, alors c'est des gros mythes et enfin des gros stéréotypes, mais si on est que masculin surexprimé, c'est un petit tyran, quoi. mmh, C'est le tyran, c'est la tyrannie, il est toujours dans l'agir, on va envahir ça, on va faire ça, je ressens rien, j'en ai rien à faire, je fais que des plans, c'est dur, nin nin. Et si je suis que dans le féminin, c'est la fleur au milieu du champ, c'est le paillasson, c'est hyper passif. mmh C'est juste dans le ressenti, c'est dans l'équanimité, c'est très bouddhiste peut-être. Je sais pas, je connais pas assez. Mais non, c'est un stéréotype et d'où en fait la danse des 2, la danse des 2 est vitale et on est tous les 2. C'est impossible de vivre, que l'un sans l'autre. D'ailleurs, l'un n'existe que parce qu'il y a l'autre. je suis d'accord avec toi. Puisque sinon c'est par leur force d'opposition. C'est pour ça que j'adore les débats et j'adore ne pas être d'accord avec les gens parce que c'est cette force d'opposition qui crée l'autre et c'est la danse des 2 qui crée le tout. C'est ça C'est pour ça que c'est hyper important de pas s'entendre. et c'est pour ça qu'il faut apprendre à pas assimiler la mémoire ou l'action, comment l'autre va exprimer, où l'on est maintenant, en fait et de sortir de ce jeu. Parce que d'un coup, si on sort de ce jeu, la personne en face de soi, elle peut s'exprimer, avec virulence, avec, son émotion du moment Ouais, et dire: «Mais ça m'appartient pas, en fait. Moi, je suis moi, oui, je me connais, je sais, j'ai peut-être, si ça résonne en moi, ah tiens, j'ai une mémoire qui est quelque chose que je dois encore affiner pour plus être en 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 réaction. Mais j'écoute toujours et après on amène une résolution, on amène une solution. On essaie de dialoguer pour amener, son point de vue, l'autre son point de vue pour amener à une écoute et un avancement dans et tu sais que ça se perd. J'ai lu ça il y a pas longtemps chez les recruteurs qui étaient embêtés parce que alors paraît-il, c'est ce que l'article expliquait,
les nouvelles générations sont moins à même de gérer la frustration, le désaccord, parce que trop vite heurtés ou trop paradoxalement le prennent trop vite personnellement. Et donc, justement, alors c'était sur le marché de l'emploi. Moi, je suis un entrepreneur indépendant depuis longtemps, donc je ne suis pas sur ce marché-là. Mais apparemment, des gens, malgré notre âge, des gens comme toi et moi, auraient quand même leur place sur le marché de l'emploi. Donc rassurez-vous, auditeurs qui approchent gentiment la cinquantaine, vous avez encore de la place, pour autant que vous acceptiez le conflit, en fait, et que vous sachiez voilà, être confronté à quelqu'un qui vous dit des choses qui sont potentiellement blessantes, des gens qui sont pas d'accord avec vous et d'apprendre à naviguer cette frustration-là. Et le parallèle qu'il faisait, c'était typiquement dans les jeux vidéo auxquels nous on jouait à l'époque. Ça fait très vieux déjà, mais il y avait un nombre de vies limité, on n'avait pas accès à tout, Mmh. on était frustrés, Ça il fallait attendre 6 mois pour que le nouveau jeu sorte ou pour avoir un truc, il fallait attendre 1 heure pour que ça charge dans le vieux Commodore 128 à bande. C'était... Moi, je me souviens d'après-midi comme ça, où on faisait charger le jeu pendant 1 heure ou deux, puis tout d'un coup, on entendait... Puis la cassette, la bande ouais, sortait du truc, et puis ça se terminait en bagarre. c'est Ça se ça. terminait en bagarre. Donc en fait, une génération plus habituée à la frustration qu'aujourd'hui, Mmh. où un clic de téléphone, tu as accès à toutes les chansons. Par exemple, je reprends l'exemple des chansons. Un clic sur Spotify, Mmh. j'ai accès, a priori, à toutes les chansons du monde, tout le temps, partout, dans ma poche. À l'époque, si la médiathèque était fermée, C'est ça. en fait, tu avais accès à que dalle. Non. Et puis, il fallait attendre, il fallait commander à la médiathèque, Mmh. ou commander un CD, machin. Il y en avait parfois pour des plombes. Donc, ça a C'est beaucoup changé. C'est la intéressant. cassette, ouais, la cassette audio. Ouais, donc, Mmh. et donc accepter le conflit, pas comme chose de négatif, mais Non. comme quelque chose de potentiellement constructif. Parce Ouais. que, Révélateur en nous, en fait. ouais, révélateur de qui on est, qu'est-ce que ça dit de nous. Et puis si ça nous a touchés, ben, en fait, pourquoi ça nous a Ça a touchés à touché, ce en fait. point-là? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça raconte? Et moi, je valorise les relations, je pense à quelqu'un comme ça en particulier, mais on est d'accord sur absolument rien, lui et moi. Et pourtant, on peut avoir des discussions tranquilles, euh, alors qu'on est d'accord sur absolument rien. Et pourtant, on se reconnaît, on s'apprécie, on valorise notre travail mutuel. Donc, si cette personne se reconnaît, je te salue, je te vois, je te reconnais. C'est OK qu'on ne soit pas d'accord. Mais c'est ça aussi la richesse du monde et la Mais beauté bien du monde. sûr, mais oui, mais bien sûr. C'est, Sinon, c'est le plus petit commun dénominateur, c'est le nivellement par le bas. c'est ça. Donc, la richesse du monde vient de sa diversité. Mmh. Puis comme là, on est beaucoup dans la manipulation de la peur pour, nous un peu nous diriger. Oui. Donc c'est ça aussi de sortir de cette, catharsisme, sortir de ses œillères et de prendre conscience qu'on n'est pas obligatoirement besoin de vivre avec cette peur. La peur, c'est un frein, c'est quelque chose qui te freine, qui nous freine à l'intérieur de nous, hein. C'est pas quelque chose de créateur en fait, hein, la peur. Donc voilà, c'est une émotion comme une autre, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup dans la peur en fait. La peur de l'autre, la peur du jugement, la peur de ce qui va se passer. Et ça nous empêche de sortir véritablement, la personne qu'on est et qui on est et d'exprimer au monde, si tout le monde pouvait exprimer qui on est véritablement, bien sûr avec bienveillance, pas hein, Bien dans la sûr. bienveillance, hein, Oui. je dis, dans l'amour de l'autre et voilà, même si dans la parole. Je dis souvent, ce que j'essaye d'amener moi avec la personne avec qui en face, comme moi qui est en conflit ou même avec un ami, c'est de voir comment l'autre va percevoir ma parole. Hmm. Et d'amener au fur et à mesure une réponse en fonction de l'autre et qui va me correspondre moi, parce que c'est avec mes idées et cetera, mais que l'autre pourra entendre dans sa bienveillance, en fait, dans son système Hmm. et c'est pas simple à faire tout le temps, mais quelquefois ça vient et c'est ce que je tends à devenir, en fait, à être dans cette parole qui est juste pour lui comme pour moi, en fait. OK. Donc ça c'est tout un travail. C'est tout un oui, oui, bien sûr, j'entends. Donc une forme de synchronisation à l'autre et Voilà. à communiquer sur Bah, son j'écoute, en fait, c'est quand oui. on entend, on sait où il est à peu près et après c'est de comprendre un peu son système, et de dire ça dans un rapport à l'autre, en fait, dans cette gratitude. Pas frontal, «Moi j'ai raison» ou Ouais.
Ok. C'est OK, j'entends ta démarche, j'entends si, et cetera, où tu en es, où tu te situes. Hmm. Moi, je vois cette vision-là, et c'est comment on peut faire pour amener une réponse? Parce que je trouve qu'après, le comment amène plus une réponse que le pourquoi. Le pourquoi va le serpent qui va se pourquoi, bah, c'est toujours le même mur qu'on va se reprendre. Hmm. Et à plat de dire comment on va amener une résolution face à un problème, là, on est déjà dans l'étape, transformation, transformer, Oui. la pensée, Et le champ des on ouvre le possibles, champ en des fait. possibles, exactement. Ouais. Et après, ça nous ouvre encore sur d'autres, plus dans l'awakening, dans la gratitude, dans le bien-être, parce qu'on accède à une autre dimension après avoir dépassé le comment. Hmm. Tout un programme. Oui. Et qu'est-ce que c'est que comme t'as quoi comme actualité prochainement? Parce que tu travailles beaucoup avec Kevin. Hier, t'étais en représentation avec Kevin? Oui, hier, on était à l'Européen pour notre spectacle, Ulysse, avec Sébastien Oversea et Geoffrey Seco, qui s'occupent de la musique. Donc, on a 4 sur scène. Prochaine date de ce spectacle, parce que hier à l'Européen, on était plein. De mémoire, c'est le 9 mars à Paris. 9 mars. Mais il faudrait regarder sur les réseaux, mais il me semble que c'est le 9 mars. Pour un voyage Ulysse, pas comme les autres. En fait, l'idée, c'est de faire vivre aux gens, aux personnes avec qui on est, l'épopée d'Ulysse, et à le voir vraiment comme une narration plus personnelle pour retourner chez soi, pour aller dans cette quête personnelle tiens, de qui je suis. Tu vois, justement, t'en parlais un petit peu là, en passant par certaines épreuves qu'on a sélectionnées du voyage d'Ulysse, parce que le voyage d'Ulysse a duré 10 ans, donc le spectacle dure 2 heures, donc il fallait sélectionner. Mais avec les grandes étapes de l'autophage, les cyclopes, et puis voilà, les sirènes et, et d'autres, vraiment pour aller chercher en soi quelque chose d'important, se reconnecter à quelque chose d'important. Et ça va dépendre de chaque personne qui est dans le public. C'est un mélange d'hypnose, de travail du souffle et de musique. Et en fait, on utilise justement la corporalité amenée par le souffle, la narration d'hypnose, des suggestions, des expériences hypnotiques, et puis la musique pour proposer ouais, une expérience. Et on a envie vraiment de se diriger de plus en plus vers ça. C'est des moments, des beaux moments d'échange, de cohésion, de partage, d'émotion en groupe, parce qu'il y a un effet de groupe. Et à l'Européen, il y a quoi? Il y a 350 places. Donc, c'est des belles expériences à vivre tous ensemble, tous et tout ensemble, du coup. Et tout le monde revient? Alors, tout le monde revient. Oui. Sur Non, j'allais prendre la perche et puis faire la blague. Mais... Non, non, bien sûr, tout le monde revient. Dans quel état, je ne sais pas, mais tout le monde est toujours revenu. ça va. Rassurez-vous, auditeurs. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a ça. Et puis, je réfléchis, il y a en Suisse, on a lancé les Hypnotic Dance. Donc, il y en a une en avril. Là, je fais avec ma compagne. Et là, c'est plus, et Sébastien, Oversea aussi. Et là, c'est plus autour de comment utiliser le mouvement, le souffle et la danse pour amorcer ce travail de réassociation au corps, justement, tout en douceur, dans la joie, dans le plaisir. C'est pas de la thérapie, mais il y a de la musique, il y a de la conscience au corps, il y a du mouvement, il y a peut-être des échanges avec d'autres si on veut ou pas. Et ça, on adore avec ma femme, parce que c'est vrai que on s'est rendu compte il y a quelques années qu'en fait, on peut guérir dans le plaisir aussi. Pas obligé de pleurer sa race sur un divan en repensant à toutes les horreurs qu'on a entendues ou fait quand on avait 10 ans ou plus Mmh. jeune ou j'en sais rien, ou dans des vies, effectivement, des vies antérieures ou du transgénérationnel. Qu'en fait, ça peut se faire avec le sourire, ça peut se faire dans le plaisir, ça peut se faire dans l'extase, ça peut le faire de plein de façons joyeuses aussi. Je sais pas d'où vient cette tradition. Est-ce que c'est freudien? Parce que je ne Ouais, sais pas. Comme quoi, il faut en chier pour guérir je sais pas. forcément. C'est comme, pour grandir, il faut souffrir. Ouais, no pain, no gain. Moi, j'ai fait du C'est sport toute ma vie. J'ai été dans ouais, toutes les salles de musculation du monde. Le no pain, no gain. c'est ça. D'où vient ça? Parce qu'on n'a peut-être pas besoin de souffrir ou de vivre une expérience, vraiment horrible pour nous apprendre comme quoi, il y a autre chose que ça, quoi. Exact. Et à l'heure actuelle, on a tous eu, à un moment donné, une petite souffrance ou une grande souffrance, ça dépend, et à un moment donné, on a été vraiment bas et ça nous a permis de relever et de révéler qui on est. Ou alors il y en a qui restent toujours dans le pattern, mais ça, c'est, leur histoire personnelle. Mais Hmm.
Mais c'est, avec une amie, on discute tout le temps, on dit: «Mais on n'a encore pas compris quelque chose. On n'a pas encore mis, le doigt sur on n'a pas besoin de souffrir au final». Non, alors, encore une fois, je pense que parfois dans le processus, il y a des moments douloureux, mais pas obligé que ça s'éternise et on peut assez rapidement le Ouais, transformer en plaisir, tout à fait. Ça c'est ça c'est Hypnotic Dance, ce sera en avril, à Morges en Suisse. Donc ouais, s'il y a des auditeurs, c'est sympa en suisses, plus, Morges. Morges, ouais. Ouais, ça c'est les grands rendez-vous. Après il y en aura Plein d'autres, ouais. Hem, Avant de recommencer sur les 2 questions, il y a une question qui m'est venue, quand tu faisais, sur la danse. Heu, j'ai fait plein de danses différentes aussi, la blind dan la danse à l'aveugle où d'un coup on est yeux bandés dans la Mmh. musique, dans le noir et puis on danse aussi. C'est vraiment, ressentir, les sensations, les sens aussi, j'ai Ouais, fait, ça c'est vraiment, quelque chose de après de la danse au tambour, la danse, plein de types de danse où d'un coup ça permet aussi de s'évader, d'amener les compréhensions de son corps et de vraiment de rire, d'avoir des émotions fortes et quelque chose de génial aussi, hein, donc je te rejoins aussi dans cette dynamique-là qui est c'est le corps qui bouge et on laisse le corps, vivre et s'exprimer, encore une nouvelle fois, exprimer l'émotion et qu'il y a du moment à ce moment T. mmh. Ça peut être frustration à l'heure actuelle, d'un coup, ça permet de sortir de cette frustration. Il y a pas mal de choses aussi avec la danse, hein, c'est un super, panel que tu as de sortir nos émotions. Exactement, ouais. Super important d'utiliser le corps comme moyen d'expression consciente. Mmh. Et du coup, ça change tout. Parce que juste bouger le corps pour bouger le corps, sans conscience, sans direction, c'est comme d'aller faire une cérémonie au fin fond de la jungle. Après, Ouais, bah, on il y a a vu des structures d'ADN, on a parlé des surlumineux, ouais, c'était sympa. Et puis, c'est quand la suivante. Et en même temps, quand c'est fait avec conscience, avec une direction, ah, alors là, ça peut changer la vie, hein. tout à fait. Tu vois? Ouais, on va pas parler de d'ayahuasca et Non, cetera. non, là, hey, Et moi, j'ai rien dit, hein. mais non, c'est pas ça, c'est qu'on pourra en parler. Moi, je trouve que l'ayahuasca, maintenant, il y a eu un business dessus qu'on perd la tradition. Mais et ça vient, Moi aussi. j'en ai discuté avec quelqu'un qui en a pris beaucoup à un moment donné, j'en parle, c'est comme si j'étais un petit soldat de l'ayahuasca pour exprimer, la plante, comme un petit soldat de la plante, tu sais, un VRP de la plante et c'est ça que je suis un peu, dans cette, je suis pas c'est un super choc émotionnel même, on peut guérir, on peut faire plein de choses, mais il faut faire attention, comment on la prend, quoi. Comment on fait? Oui, avec qui, dans quel contexte, C'est comme tout, hein. et puis avec ouais, dans quel but, quel objectif. Mmh. Ouais. Une petite question que les 2 dernières questions que je voudrais te poser, c'est, pour les auditeurs de supraconscience, qui nous regardent, qui nous Auditeur de écoutent supraconscience. et Qui nous avec, regarde et nous écoute. je suis avec, Vincent. Est-ce que tu as un petit exercice ou un petit quelque chose ou, pratique pour ceux qui nous écoutent, que tu peux partager? Ouais, Comme disait Bruce Lee, savoir n'est pas suffisant, il faut faire. Il faut pratiquer beaucoup et ouais, incorporer ça dans son quotidien. Heu, un exercice que je trou alors une conscientisation. Je vais inviter, du coup, tes auditeurs, auditrices, à conscientiser quelque chose qui, moi, il y a quelques années, m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il y a 4 endroits, on a beaucoup parlé de respiration, il y a 4 endroits avec lesquels vous pouvez respirer dans votre corps. Et souvent le quatrième est méconnu et c'est pourtant le plus important. Donc, plus qu'un exercice, c'est une conscientisation. Pour avoir partagé ça avec quelqu'un récemment, qui n'était pas du tout au courant de ça et pourtant qui faisait beaucoup de pilates et cetera, ça a complètement changé sa vie. On connaît tous la respiration ventrale. Il y a beaucoup de gens qui respirent, voilà. On connaît la respiration, voilà, thoracique, et cetera. Moins la respiration intercostale, déjà. Souvent, les gens respirent en sablier. Or, le diaphragme, il est juste là. Donc, quand on respire en sablier, ben, on ne permet pas à cette expansion diaphragmatique. Mais on oublie que quand on regarde une coupe transversale des poumons, la plus grande partie des alvéoles pulmonaires est située sur le dos, au niveau du dos. Et du coup, il y a ce qu'on appelle la respiration dorsale. Et pour pouvoir aller chercher de l'air, aller chercher de l'air dans votre dos. Et souvent, où est-ce qu'on est tendu? Où est-ce qu'on a le plus de tension? Dans le dos. Donc,
Mettez-vous dans alors le mieux pour conscientiser ça, c'est de se mettre allongé sur une surface un peu dure, un tapis, et cetera. Comme ça, votre ventre, votre poitrine est un peu compressée et vous allez respirer à chaque inspiration, par le nez ou la bouche, peu importe, mais d'aller chercher des degrés de liberté dans votre dos et vous allez respirer comme ça un moment pour conscientiser tout l'espace pulmonaire que vous avez là derrière. Et si vous saviez pas, vous connaissiez pas la respiration ventrale, intercostale et respiration du haut, explorez tout ça aussi. Mais le corps, on peut respirer vraiment entre le périnée et le plancher pelvien jusqu'au bord de la gorge, devant, derrière. Là, c'est respiration dorsale et sur le côté. Donc là, c'est pas un exercice pratique, mais c'est une conscientisation, mais qui peut potentiellement changer profondément quelque chose. Donc voilà, petit partage. Bah, moi, je me suis amusé en même Oui, je temps. voyais, tu étais en train de jouer. Du coup, verdict, Et c'est intéressant, en à fait, chaud. hein, c'est chaud. À chaud, c'est intéressant de voir le dos respirer, en fait. Oui, Sentir se contracter ici au niveau du thorax ouais, et tout ça, et d'un coup se sentir vraiment avoir de l'espace derrière les omoplates, oui. comme si ça se soulevait par lui-même. Mais c'est ça, quand on regarde Ouais. de côté, c'est exactement ça que ça doit faire. Souvent, on voit que ça fait ça ou ça ou ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on Mmh. devrait respirer. Parce Qu'on que peut respirer, on devrait, j'aime pas trop le devrait, mais c'est comme ça qu'on peut respirer. Et ça détend vachement ouais, les tensions profondes aussi. Parfois, quand on commence à faire ça, ça fait ça craque. C'est très agréable en plus. ouais. Ouais. Moi, j'ai appris aussi à respirer dans le tibia, dans partout, en fait, dans le corps. Oui, c'est plus subtil. Commence par le dos. C'est ça. Mais c'est amener, en fait, c'est son focus, c'est Mhm. amener prendre son focus et l'amener dans l'intention, on veut Mhm. amener cette respiration. Oui. Parce qu'en fait, bulle d'air, c'est pas que dans les poumons. Oui, c'est ça. Oui, et où va l'attention, va l'énergie, Ouais, tout à fait. etc. Donc, ouais, bien sûr. Mais ça, typiquement, on fait beaucoup au système 1, Mmh. ce genre de Je savais travail pas ça. hyper conscientisation du corps et hyper sensibilisation de tout ça, en fait. Il y a énorme. Typiquement, feu Michael Riabko, qui était le fondateur de la forme du système A que j'ai longuement étudié, il disait que 70% du système A, c'est le massage. Et donc, énormément de massages russes pour apprendre justement à relâcher le corps, les tensions profondes et surtout apprendre à connaître le corps. Parce que casser un corps, c'est relativement facile, mais en prendre soin, réparer des trucs, conscientiser des choses, ça, c'est autre chose. Donc, il y a toute une partie comme ça, exploration corporelle, qui moi, m'a complètement révolutionné mon approche du corps, en fait, et du coup de la vie. Et la dernière question, là, La dernière la question. dernière, the Ouais. last one, c'est celle que je pose à toutes les rencontres que je fais. Et qu'est-ce qui est la conscience pour toi? Comment tu la vis? Comment tu l'appliques dans ta vie de tous les jours? Hmm. Qu'est-ce que la conscience? Mais du coup, je vais surfer sur notre discussion. Pour moi, la conscience, elle est corporelle. Elle est corporelle. Elle est corporelle parce qu'à travers nos sens, je ne vais pas dire nos 5 sens, parce qu'il y en a plus, mais à travers nos sens, la vie peut être ressentie et donc conscientisée. Si elle passe pas par le corps, on est dans un fantasme, en fait, de la réalité. On est dans un fantasme du vécu. On est dans une illusion qui est entretenu par ce cerveau qui est extraordinaire. Le cerveau est extraordinaire. Ça permet énormément de choses, mais c'est un outil. Et je trouve ça essentiel de revenir à cette conscience corporelle, qui est notre première conscience. Quand les nouveaux naissent, ils naissent avec uniquement la conscience corporelle qui est liée au système nerveux entérique, le premier premier cerveau du ventre, avec les neurones qu'on a dans le ventre, qui est pur ressenti. Et puis petit à petit vient le cerveau. Et du coup, on commence à mettre des mots sur une réalité perçue. Et puis, comme le cerveau est tellement efficace, ben, il prend cette espèce de tyrannie. Il prend le contrôle des trucs. Alors, pour ceux qui restent un peu associés, ils se rappellent qu'ils ont un corps. Mais le cerveau, pour peu qu'il arrive 2, 3 trucs pas trop cool dans la vie, pouc, on part tous dans la tête.
Et du coup, on commence à vivre sa vie à partir de la tête. Et là, il n'y a pas grand-chose qui nous différencie de maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui va être un sacré rival avec les gens qui sont coincés dans leur tête. Du coup, je trouve qu'aujourd'hui, remettre la place du corps et remettre de la conscience corporelle va nous permettre de nous différencier de l'intelligence artificielle. Sinon, quelle est la frontière finalement? Vaste question. Vaste question, peut-être le sujet d'un autre épisode, peut-être avec un autre invité, mais oui, voilà ma réponse, Mmh. François-Xavier. Merci Vincent. Je t'en prie. Et comment tu la places toi? Comment tu la vis? En fait, comment tu Comment je la vis? comment tu la mets en place dans ta vie, cette conscience? Comment, Alors, je vais faire une réponse courte, mais c'est vraiment pour moi un travail de conscientisation de ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent les travaux de Castaneda, il y a les trackers et les rêveurs. Mmh. Et pour moi, c'est tout l'art du tracker que d'observer ses sensations, ses schémas, comment on réagit, les différentes parties de soi qui rentrent en réaction avec le monde. Mais c'est vraiment une conscientisation de tous ces schémas-là, mais toujours avec une approche de notre réalité corporelle. Où sont mes pieds? Comment je respire? Typiquement, il y a un exercice très amusant en Systéma. Je partage avec les auditeurs, mais avec toi aussi. C'est combien de temps, je suis obsédé par cet exercice, par période, hein. C'est par exemple, tu te lèves le matin, tu dis, OK, à partir de maintenant, je suis conscient de ma respiration. Top chrono. Et tu enclenches le chrono sur le téléphone, c'est ta montre, c'est ta une trotteuse. Et tu es conscient de chaque respiration. Et puis tu vagues à tes activités. Puis à 4 heures de l'après-midi, tu regardes ton téléphone, tu dis, tiens, c'est quoi cette trotteuse? Merde, c'était l'exercice de ce matin. Et là, boum, tu as complètement oublié. Donc au début, alors tu peux cumuler, c'est-à-dire qu'au début, tu peux te dire, OK, là, entre 9 h et 9 h 05, 5 minutes, je me focalise sur la respiration. Puis après, tu coupes. Puis après, j'ai un trajet en métro, je vais focaliser, puis tu rallumes la trotteuse. Et puis tu regardes à la fin de la journée, tu as été conscient de combien de minutes de ta respiration. Et honnêtement, au début, quand j'ai commencé à jouer à ça, c'était il y a 10 ans, il m'a fallu des mois pour arriver à ne fût-ce que cumuler 1 minute ou 2 par jour, parce que chaque fois, j'oubliais la trotteuse. Parce que si à un moment, tu l'oublies, si à un moment donné, tu l'oublies, il faut recommencer à zéro. Tu peux pas cumuler. tu Ah, plus de vie. Il ça faut fait commencer ainsi, de tu vois, la niveau. gamification de la vie à l'extrême. Non, mais ça, c'est génial, parce que typiquement, si tu es conscient de ta respiration, tu es conscient de ton corps, en tout cas plus, tu es conscient de tes états émotionnels, tu es moins en réaction de ce qui t'arrive. Et typiquement, faire un peu l'apologie du systéma pendant cet épisode, mais le systéma t'apprend à cultiver ce qu'on appelle la double attention, qui est référence aussi à Carlos Castaneda, c'est-à-dire que tu as une partie de ton attention à l'extérieur, mais tu as toujours une partie de ton attention vers l'intérieur, pour pas te laisser happer par une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce que quand il y a une situation qui arrive, qui pop dans le champ, souvent notre attention elle est complètement captivée. Et donc, on va être en pure réaction, on va se perdre. Et puis après, c'est mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai réagi à ça, etc. Et les téléphones font ça. Si vous pouviez être conscient de votre posture ou de votre respiration, parce que c'est un bon marqueur, c'est facile à mesurer. La posture, c'est déjà un peu plus subtil, je trouve. Pendant que vous scrollez sur le téléphone, vous ne seriez pas complètement absorbé par ce qui se passe. Donc, moins influençable. Donc, plus libre, plus indépendant. Et la liberté, ça, pour moi, c'est une valeur très, très importante. Donc, Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Ah, alors, si ça a un prix, mais je suis prêt à payer très cher. C'est vrai. Merci beaucoup Vincent. Et merci beaucoup, François-Xavier. C'était un plaisir d'échanger avec toi Et moi là-dessus. pareil. Pour, la suite de Supraconscience, likez, partagez la vidéo de Vincent, regardez d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne et avec plaisir de se revoir très bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci pour tout. Merci beaucoup.